Sauver des vies, c'est son quotidien. Mais pour lui, c'est rien, c'est juste son métier. D'ailleurs, il ne dit pas des hôpitaux, mais des hôpitaux. Au bloc, c'est un héros, mais en IMO, c'est zéro. Pour être proprio, c'est Bruno. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Proprio à tout prix. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet très intéressant puisqu'il s'agit d'investir à l'étranger ou dans les dom-toms. On verra un beau reportage à la Guadeloupe notamment. Des experts au top aujourd'hui, Dubaï, Monaco, la Fontenay Genevoise, le Portugal, l'Espagne. On va en avoir plein les mirettes. Nos experts sont en place, on regarde, on y va, c'est parti. Un sujet passionnant, l'investissement à l'étranger. 40% des investisseurs français cherchent des opportunités à l'étranger. Et le marché immobilier étranger a progressé de 10 à 12% en 2023. Ça continue en 2024. 2025 s'annonce également très prolifique. Mathéo est avec nous en tant qu'expert. Toi, tu es dans le pays de Gex, donc la Suisse, ça te connaît? Exactement, ouais. Les investissements à la frontière suisse, et puis on a aussi pas mal de Français qui investissent en Espagne, etc., pour des résidences secondaires notamment. Et Hugo, alors l'investissement à l'étranger, ça te connaît également, hein? Forcément, on est frontalier avec Monaco, donc on a été s'informer, on va montrer aux téléspectateurs qu'investir à Monaco, c'est intéressant, mais que c'est peut-être pas aussi pour tout le monde. Bon, je termine avec Mounir qui vient pour la première fois. Alors Mounir, c'est vraiment le spécialiste de l'investissement à Dubaï. Tu as accompagné des centaines de personnes qui ont investi à l'étranger et en particulier à Dubaï. On est dans les Émirats Arabes Unis. Exactement. Et donc là, on est au nord-ouest du pays, c'est ça, hein? Au nord, exactement. Hein, c'est ça. Je vous rappelle quand même, on aura comme d'habitude toutes les semaines la banane de la semaine, la mauvaise affaire de la semaine avec Maxime. Et nous recevrons Welcome to Nelson Montfort à la fin de l'émission. Forcément, à l'étranger, on est obligé d'avoir un polyglotte pour l'invité du samedi. On va commencer tout de suite avec notre maître national, notre notaire national qui nous fait un point de la situation pour introduire l'investissement à l'étranger. Maître Pontenot, représentant de la Chambre des notaires, on l'écoute. Les destinations favorites des Français en termes d'investissement immobilier, il y en a beaucoup. Les Français voyagent beaucoup à travers l'immobilier. On voit beaucoup de Français qui investissent en Israël, à Dubaï, au Maroc, en Espagne, au Portugal, en Asie. Vraiment, on est mondial. Alors, on est mondial en France, on investit partout dans le monde. On peut rajouter les États-Unis, on peut rajouter les dom-toms. On verra ça en deuxième partie. J'ai envie qu'on s'intéresse avec toi, Mounir, pour commencer cette partie à Dubaï. 0% d'impôt sur le revenu, forte croissance économique, un prix moyen au mètre carré qui finalement n'est pas si élevé de ça, comme on pourrait le croire, 4 500 € du mètre. Qu'est-ce que tu peux nous dire de manière générale sur l'investissement à Dubaï ? Les gens ne vont pas que pour la fiscalité, la sécurité, les infrastructures, la vision de la personne qui est à la tête du pays, donc, surtout de la ville de Dubaï. Ouais. On y va pour beaucoup de choses. Pas mal de quartiers qui sont émergents. Aujourd'hui, on a pu le voir sur les dernières années, une augmentation de 17% chaque année, avec à peu près 170 000 personnes qui arrivent et qui s'expatrient à Dubaï chaque année. Ah oui, donc c'est vraiment un phénomène, en fait. On passe de 3 millions à 3,8 millions, 3,9 millions de 2021 à 2024. Tu as été rencontré un couple qui a choisi d'investir à Dubaï. C'est pas que de l'investissement, c'est vraiment une expatriation, c'était un ras-le-bol aussi. Bon, on regarde. Bienvenue chez nous. Merci. Alors la première question, c'est pourquoi Dubaï ? Dubaï, c'est assez simple. Alors c'est un endroit que je connaissais moi depuis déjà presque une dizaine d'années, dans lequel j'aimais bien venir. Et en fait, après le Covid, on en a discuté avec ma femme et elle est venue voir un petit peu Dubaï d'après ce que je lui en disais. Et c'est vrai que, et moi, il y a quelques années, et elle, après le Covid, il y a eu un côté coup de cœur avec cette ville. Il y a plusieurs choses qui nous ont emmenés ici. C'est un peu le quotidien en se levant avec le soleil un peu tous les jours. Donc ça, au niveau du moral, c'est exceptionnel. On a 2 enfants, donc aussi l'aspect sécurité qui est exacerbé à Dubaï et on peut se promener partout sans problème avec les enfants. On peut aller jouer, les laisser jouer, il n'y a aucun souci. Donc ça, pour nous, en tant que parents, ça a été important. Du coup, Al-Bahari. Et du coup, Al-Bahari. Coup de cœur. Coup de cœur. C'est arrivé comme une évidence. En plus, c'était une maison qui était sur plan. Donc avant de visiter la maison, on a visité le quartier. C'est ça. Et on est tombé amoureux du quartier avant de tomber amoureux, entre guillemets, de notre maison.
C'est un quartier qui est énormément fleuri. Il y a des lacs, il y a des rivières un peu partout. Il y a énormément d'arbres. C'est un endroit où on n'a pas l'impression, quand on parle de Dubaï, que ça puisse exister des endroits comme ça. Et c'est vraiment un havre de paix. Ouais, à la fois vivant et avec toutes les commodités en fait, pour y vivre. Entre guillemets, si tu restes dans ton quartier, tu peux ne pas du tout sortir de la communauté. Ça, c'est vraiment l'avantage à Dubaï. Et on a tout sur place, si ce n'est donc les déplacements pour l'école. Finalement, Al-Bahari, on est à Dubaïland. Donc si on prend la carte de Dubaï et on prend le milieu et on pointe, on tombe sur Al-Bahari. Et pour beaucoup, avec l'expérience qu'on a, oh mais on est loin, etc. À part que quand on arrive à Al-Bahari, on est agréablement surpris. Finalement, on n'a pas besoin de sortir de la communauté. Non, c'est ça. On peut vivre ici un peu toute la journée si on le souhaite. Ça, c'est vraiment agréable. Pour l'aspect de distance, nous, c'est quelque chose au début, en effet, qui nous a fait nous interroger. Et en fait, on est à 20 minutes du centre de Dubaï. On est à 20 minutes de la partie marina, qui est assez connue, partie touristique. Donc 20 minutes d'un côté, 20 minutes de l'autre. En fait, c'est assez rapidement fait. C'est plus dans la tête, les distances. Exactement. C'est ça. Donc nous, ça ne nous a pas dérangé. Et surtout, on est dans un endroit où on a tout ici. On a les commerces, on a les écoles, on a tout à proximité, quoi. Alors, très édifiant ce reportage là de ce couple. Il y a une vraie vie à Dubaï, il y a une vraie vie de famille, il y a une vraie vie paisible à Dubaï qu'on peut retrouver. Est-ce que tu peux nous faire un panorama, juste pour le fun, les quartiers d'abord très chers de Dubaï, ceux qui sont un peu bling-bling, et puis les quartiers émergents? Bien sûr. Jumeirah Bel, île des milliardaires, aujourd'hui, on tape dans les 30-40 000 euros le mètre carré. On va avoir des quartiers comme Emirates Hills. Alors, c'est pas forcément cher au mètre carré, mais c'est des villas qui font entre 3 et 5 000 mètres carrés. Donc, du coup, on va rentrer sur un prix d'entrée. 5 000 mètres carrés, une villa? Ah oui, c'est un terrain de foot. C'est une mansion, c'est un palace. Et les quartiers émergents, aujourd'hui, on peut le voir, c'est des quartiers comme Dubaïland, où il n'y a pas encore grand-chose, mais justement, c'est là où les investisseurs se positionnent avec des plans de paiement qui s'étalent sur plusieurs années, même après la remise des clés. C'est incroyable. Et là, on est quoi, à 4 000 le mètre carré, 5 000, 3 000? Sur Al-Bahari, on est à peu près à 4 500, 5 000. Ouais. Alors là, attention, les amis, Hugo est parti à Monaco. T'as rencontré le prince ou pas? Non, alors j'aurais bien aimé peut-être pour la prochaine. Mais là, non, on était avec le président de la jeune chambre. On est un peu déçus. Le président de la jeune chambre économique qui nous a reçus et qui est aussi dans l'immobilier. Donc en fait, il nous a donné plein d'infos. C'est un marché, si tu veux, qui est ouvert et on va le voir. Par contre, avec certaines particularités. Ça n'a pas l'air, comme ça, a priori, regardons les images, parce qu'effectivement, on se dit, si on n'est pas monégasque, on n'habite pas Monaco. Il y a des particularités, mais il est ouvert à tous. Allez, on regarde. Bienvenue à Monaco, au cœur d'un des marchés immobiliers les plus exclusifs au monde. On se retrouve ici à Mare Terra, dans le tout nouveau quartier éco-responsable de la Principauté. Un projet d'extension en mer qui redéfinit le luxe et l'innovation immobilière. Merci Clément de nous accueillir sur ton terrain de jeu, mais où est-ce que tu nous accueilles? Merci à vous tout d'abord de venir me rendre visite à Monaco. Donc aujourd'hui, je vous accueille dans un endroit assez particulier, assez exclusif, qui est le restaurant La Môme, donc qui a ouvert en 2022 et qui, comme tu peux le voir, a une vue panoramique sur le port de Monaco, qui est renommé évidemment mondialement de par le Grand Prix et le Yacht Show. Et en fait, c'est un point très central de notre marché parce qu'on est en plein milieu, tout simplement, avec le quartier historique que tu vois en arrière-plan de Monaco-Ville, le Rocher comme on l'appelle. Incroyable. On va parler un petit peu investissement et on va te poser quelques questions pour que tu puisses nous aiguiller là-dessus. Avec grand plaisir. Est-ce que c'est un marché aujourd'hui qui est ouvert à tous? Est-ce qu'il y a des particularités de ce côté-là? C'est un marché ouvert. Aujourd'hui, on a un marché qui est divisé en plusieurs secteurs. On a des immeubles qui sont réservés donc, aux monégasques, de nationalité monégasque, avec le secteur domanial qui est géré par l'État. On a également un secteur protégé par quelques lois visant à protéger le secteur notamment locatif pour que les familles de Monaco puissent quand même accéder à des logements à des prix raisonnables, on va dire. Et ensuite, on a le secteur classique privé où on peut investir et acheter des appartements, des propriétés, des biens à Monaco. Et ce secteur-là est en effet ouvert à tout le monde, de toute nationalité, de tous horizons. Il n'y a aucune limite précise sur ce point-là. Monaco est l'un des marchés les plus chers au monde, donc c'est un marché qui ne va pas s'offrir, j'imagine, à tout type de ménage ou tout type de personnes. Aujourd'hui, à qui s'offre ce marché? Quel type de clientèle achète sur Monaco? Si je devais parler vraiment historiquement, il y a quelques nations qui dominent en termes de présence en principauté, notamment dans l'investissement immobilier. Je pense notamment aux Italiens, on a beaucoup de Britanniques également.
On a eu par certaines périodes également pas mal de clientèle de pays de l'Est. Et c'est ces nations-là qui dominent. On a une communauté française qui est assez bien en place en principauté. Mais oui, en effet, de par l'exclusivité du marché et les prix appliqués actuellement sur le marché, on vise en effet une clientèle relativement aisée, notamment des investisseurs de type homme d'affaires ou des grandes familles fortunées qui viennent s'installer en principauté. Combien ça coûte d'investir à Monaco ? Combien ça coûte d'investir à Monaco? Ça, c'est un sujet tabou, mais concrètement, on est sur une moyenne de prix au mètre carré, donc de 52 000 euros par mètre carré. Et on est sur un prix moyen à l'achat, on appelle ça les reventes, parce que c'est pas du neuf, c'est vraiment la transaction revente. On est aux alentours des 6 millions en moyenne. Mais du coup, quels sont les avantages aujourd'hui d'investir sur Monaco ? Les avantages d'investir à Monaco, ils sont assez nombreux, puisqu'on était dans l'aspect financier. Si tu regardes les statistiques, par exemple, sur les 10 dernières années, on est sur une augmentation de la valeur de plus de 66%, ce qui n'est pas négligeable quand on est un investisseur très attaché au retour sur investissement. Pour des personnes un peu moins axées sur cet aspect financier, les raisons et les principaux avantages sont bien sûr la sécurité, qui est hors pair, le cadre de vie qui est magnifique, position géographique en plein centre de l'Europe. En termes de déplacement, pour ce type de clientèle-là, c'est très intéressant. Et évidemment, la fiscalité qui est très intéressante, avec un impôt sur le revenu individuel inexistant, un impôt sur le bénéfice pour les sociétés qui est relativement limité et qui favorise la création de nouvelles sociétés et l'implantation de sociétés externes. Et c'est ce cocktail-là, en fait, ce mélange qui fait que Monaco qui fait rêver, en fait. Est une place incroyable. Ouais, bien sûr. En fait, ça nous fait rêver. Quand tu nous parles de ça, ça nous fait rêver. Beaucoup de similarités entre Dubaï et Monaco. Hein. Alors, attention, je veux rebondir sur quelque chose. C'est un marché ouvert. On parle que c'est un marché ouvert. Oui. C'est un marché ouvert pour on des se fait personnes. ouvrir aussi, un petit peu. Un petit peu, voilà. C'est un marché ouvert où, forcément, on a parlé de 52 000 euros le mètre carré en moyenne. 5 fois le prix du mètre carré à Paris. Hein. On est sur des trucs, et ça montait, là, on était en train de parler pendant le reportage, des 100 000 euros c'est le ça. mètre carré. En fait, là où on m'a vu sur la présentation, on est à Marais-Terra, c'est un projet d'extension en mer, donc comme je disais, et on est jusqu'à 120 000 euros le mètre carré. C'est un quartier éco-responsable. Alors c'est magnifique, c'est beau. Mounir, tu réagis à quoi? Comment en fait, à il faut ça? comparer ce qui est comparable. Enfin, aujourd'hui, à Paris, c'est quoi? C'est 105 km². Là-bas, on est sur 2 km². On est 5 fois plus cher, certes. Mais prends là où c'est le plus cher à Paris aujourd'hui, on va être à quoi? Après, dans les 30, 35, 40 000 euros. Finalement, on n'est pas si cher que ça pour un système qui est aussi assez exclusif, parce qu'on est sûrement dans l'un des endroits actuellement qui est le plus exclusif au monde. Voilà, bien sûr, le plus cher. Alors, Dubaï, là, on voit une extension sur l'eau. C'est déjà le cas avec beaucoup d'ampleur. Donc, à Dubaï, il y a ce fameux village qui s'appelle La Palm Jumeirah. La Palm Jumeirah, c'est ça. Donc, ils ont construit sur l'eau, à Palm Jebel Ali. Là, maintenant, tu as même un lancement qui est. Donc, c'est des îles naturelles. C'est le premier lancement, la première promotion immobilière sur l'eau, sur des îles naturelles, donc avec des animaux, etc. Parce que tu sais, il y en a beaucoup qui disent oui, Dubaï, c'est artificiel, etc. Et là, non. Justement, Mounir, on va continuer à rêver avec des images de Dubaï. Tu as été voir un autre investisseur qui lui aussi a fait le cheminement de s'installer et maintenant il investit. Rachid, pourquoi tu as choisi cette communauté en tant que résidence principale? Et parle-nous un petit peu de tes investissements. Alors, avant de parler d'investissement, moi, ce que je recherchais en principal, c'est le bien-être de ma famille, avant d'investir. Donc, quand j'ai trouvé ici à Town Square, j'ai décidé d'abord de m'installer en location et ensuite, donc, d'investir dans des zones un peu plus rentables. Et où je cherchais aussi de la plus-value. Alors j'ai investi à JVC à un moment où tout le monde disait que JVC c'était pas là où il fallait investir. Donc aujourd'hui je fais des rentabilités entre 12 et 15%. D'accord. Avec une belle plus-value en plus, ce qui n'était pas prévu. Donc j'ai pas voulu monopoliser, si tu veux, ma trésorerie pour pouvoir investir, acheter, revendre. Parce qu'aujourd'hui si tu achètes ta résidence principale, pour revendre, c'est compliqué. Il faut retrouver une autre résidence principale. Donc moi, j'ai voulu que cette trésorerie elle soit liquide et pouvoir acheter, revendre à ma guise. Est-ce que tu peux nous dire au niveau des enfants, combien ça coûte aujourd'hui l'école pour un enfant à Dubaï? Alors aujourd'hui, moi j'ai trouvé, et ça dépend des écoles, mais tu as le choix, hein, il y a des prix très variables. En fonction des écoles, c'est entre 5 000 et 15 000 euros à l'année par enfant. Aujourd'hui, moi je me situe plus sur la zone 7 000 euros par an, par enfant. Tes investissements, tu les as fait sous quel régime? À titre personnel ou tu as dû créer une société à Dubaï? Non, je les ai faits à titre personnel parce que ici la fiscalité elle est très avantageuse.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je paye 0 impôt sur ma plus-value, sur mes loyers, pas d'intérêt à faire une société. D'accord. Parce qu'on a entendu qu'il y avait maintenant des impôts à Dubaï à hauteur de 9%. Mais ça concerne les entreprises, pas les particuliers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu crées une entreprise sur Dubaï et que tu as un chiffre d'affaires qui est conséquent, oui, tu vas avoir une imposition. Mais moi, sur mes biens sur lesquels j'ai investi, en termes de rentabilité ou de plus-value, j'ai 0 impôt. Il y a quand même des petites taxes cachées, je crois, à Dubaï. Alors, elles ne sont pas cachées. Moi, on me les a données. Mon agence a été très transparente là-dessus. C'est que tu as une sorte de taxe d'habitation qui est faite sur la partie d'Iwa, tout simplement. Mais ce n'est pas caché. Et elle est beaucoup moins importante que celle en France. Quel est le meilleur type d'investissement qu'on peut faire ici à Dubaï ? Alors, après, ça va dépendre de toi, de ton mindset, de comment tu vois les choses. Le meilleur investissement, ça va être les opportunités de rentabilité dans des endroits à développement. Comme aujourd'hui, hier c'était JVC, aujourd'hui c'est Dubai Land. Moi je vise ces zones-là qui sont à fort potentiel de développement. Et l'intérêt aujourd'hui aussi, c'est les fameux plans de paiement dont tout le monde parle. C'est la facilité d'acquisition via le promoteur à taux zéro. Un plan de paiement qui s'étale sur plusieurs années. En fait, c'est des échéances exactement, c'est ça ? Exactement. Donc l'intérêt en France d'investir, c'est d'utiliser le levier qu'est la banque. Ici, on n'en a pas besoin, puisque c'est le promoteur qui te permet d'étaler tes paiements. Donc sur certains promoteurs, tu as même des paiements après la réception des clés. Ça veut dire que ton locataire, ce que j'ai fait moi, mon locataire m'aide à payer mon appartement. Donc grosso modo, sur les investissements que j'ai faits, je vais payer 60% de l'appartement et 40% seront à la charge de mon locataire. Donc il faut quand même de la trésorerie de côté. Bien sûr. Il faut d'ailleurs, quand tu investis, il faut minimum 24% de suite. Il faut un petit peu de trésorerie et en fonction de tes possibilités, tu as des appartements sur lesquels tu peux aller, soit studio, soit une chambre, soit 2 chambres. Merci en tout cas d'avoir participé et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et oui, voilà, alors on le voit là, des investissements extrêmement lucratifs, des process facilités. Oui, par le promoteur directement avec un passeport et 24%. Donc c'est 20% du prix de l'appartement plus 4% de frais de notaire. C'est ça. En fait, par rapport aux investissements, donc, que ce soit Monaco ou Dubaï, il y a absolument toutes les nationalités qui peuvent investir là-bas. Moi, à contrario, en Suisse, ils ont bloqué les investissements pour les étrangers, en tout cas pour le résidentiel, pour que ça puisse pas faire monter les prix à des prix exorbitants et puis que pour les locaux puissent continuer à se loger. C'est ça. On a également une destination intéressante qui est l'Espagne. Alors l'Espagne, tu as été rencontrer, Matteo, Richard Pedro, qui est champion de MMA. Exactement. Et lui, il a investi en Espagne. Il a investi en Espagne, il a acheté une maison là-bas, et puis il a surtout acheté en devise, en francs suisses, parce que lui, il travaille en Suisse. Et donc, du coup, la plus-value potentielle qu'il a fait, elle a été complètement biaisée par le taux de change qui... Bon, le mieux, c'est qu'on l'écoute. Alors, champion de MMA, il t'a pris dans l'octogone ou pas? J'aurais pas aimé, non. Non, regarde. Je suis champion du monde professionnel de MMA, un sport que je pratique depuis une dizaine d'années. C'est ma deuxième carrière professionnelle puisque j'avais déjà été champion du monde de full contact dans une première carrière. En 2011, avec ma femme de l'époque, je lui dis j'ai toujours le projet de faire de la mobilisation de fortune, c'est-à-dire d'acheter un bien à l'étranger, et je lui reparle de l'Espagne. Ah bon, mais comment on va faire? On ne parle pas l'espagnol, et pourquoi et tout. Et on commence à prospecter. Mon ex-femme regarde ce qui se passe, et elle nous concocte en 4 jours la visite de 20 maisons. Et 4 jours après, on avait signé une maison. Je me voyais finir avec ma famille dans cette maison. On a pris une belle maison, 170 mètres carrés, 1200 mètres carrés de jardin, une piscine, un appartement en dessous. Enfin, pour moi, c'était le rêve. J'ai acheté la maison 335 000 euros. 335 000 euros, c'est le prix d'un appartement ici, chez nous, dans le Pays de Gex. Donc, effectivement, c'était une superbe affaire. J'ai vu qu'il y avait une qualité de vie qu'il n'y avait pas ici, avec beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus de tranquillité, beaucoup plus de zen attitude. On a fait un crédit en devise, c'est-à-dire qu'on payait en francs suisses, mais à l'époque l'euro était beaucoup plus fort que le franc suisse. Oui. Et puis après ça s'est changé. Donc là effectivement à la vente de la maison, il y a eu un peu de perte d'argent. J'ai revendu la maison en 2022
3, donc je crois qu'on a dû prendre 20 000 euros chacun, 40 ou 50 000 euros, quelque chose comme ça. On aurait dû gagner bien plus, hein. On aurait pu avoir un petit 100 000, hein, le taux de chance qui nous a tués. Moi, je préférais maintenant avoir un appartement. Je veux enlever cette gestion de 1200 mètres carrés de jardin à tenir propre, c'est beaucoup. La piscine, c'est beaucoup. Donc, je pense que je prendrais un appartement pour avoir plus de tranquillité. Si j'avais un conseil à donner à tous ceux qui veulent investir, s'entourer des bonnes personnes. Vous pouvez acheter n'importe où, mais il faut juste avoir les bonnes personnes avec vous, quoi. C'est tout. Bon, le gars, il s'est fait avoir sur le taux de change. Hein. Exactement, ouais. Donc c'est pour ça que c'est quand même assez important de privilégier l'investissement dans la monnaie du pays, quoi, parce que comme ça, on évite les fluctuations. Bon, Richard ou Pedro, c'est quoi son prénom? C'est Richard. Ah, c'est Richard. Salut Pedro. Alors, on se retrouve sur l'Octogone. En tout cas, Eric Weiss, lui, a aussi investi en Espagne. J'aimerais qu'on l'écoute parce que le président de la Fédération des marchands de biens et sa parole a toujours beaucoup de valeur. Et juste après, le petit récap de cette partie. En ce qui concerne l'investissement en Espagne, il diffère finalement assez peu de l'investissement en France. On a un système juridique qui est très protecteur. Attention quand même, il faut se méfier, les notaires sont en réalité des agents de l'État. Donc, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas là pour absolument tout vérifier pour votre compte. Et il est parfois préférable de se faire accompagner par un avocat. Petit point de vigilance sur l'investissement en Espagne. Pensez bien que dans les années 2010, 2007 jusqu'à 2010, on a énormément construit ces grands condos, notamment avec des fonds russes, qui aujourd'hui sont quasiment inoccupés. Donc, leur valeur de cession est très relative puisqu'en réalité, il n'y a pas la population pour aller vivre tout simplement et faire vivre le lieu. En revanche, vous pouvez investir sur des zones où il y a de la population en toute sécurité, et notamment Madrid, ville à laquelle on ne pense pas toujours. Il faut bien imaginer que Madrid est une des plus belles capitales européennes aujourd'hui, avec de la technologie, avec des centres de recherche formidables, des entreprises formidables, et qu'en réalité, aujourd'hui encore, le prix est relativement bas. Je dirais qu'il est à peu près à la moitié de l'équivalent sur Paris, et les salaires, eux, sont plus bas aussi, mais pas de moitié. Donc, normalement, Madrid devrait continuer son ascendance. Un petit point important aussi, c'est la fiscalité, bien sûr. En Espagne, nous avons un accord de non-double imposition avec la France, donc pas de problème là-dessus. Vous paierez votre fiscalité en Espagne. Simplement, faites attention aux variations qu'il peut y avoir selon les communautés autonomes, puisque là-bas, ils peuvent décider d'avoir plus ou moins, alors notamment de frais de notaire, ou en tout cas l'équivalent de ce que nous, on appelle des frais de notaire, en fonction des communautés autonomes. Bien entendu, moins il y en a, plus votre bien est liquide et fluide. En 2023, 77% des expatriés français étaient propriétaires d'au moins un bien immobilier. 64% dans leur pays de résidence, 30% en France et seulement 6% dans un autre pays. Près de 20% des placements immobiliers des Français se sont réalisés en dehors de l'Hexagone, avec en tête de liste des pays le Portugal, l'Espagne ou encore Dubaï. Le facteur le plus attractif pour les investisseurs non résidents est essentiellement l'aspect fiscal, qui inclut par exemple l'exonération d'impôts locaux sur les revenus locatifs sur des durées définies. On voyage, on rêve dans cette émission à investir, résider à l'étranger. Pour cette deuxième partie, on va se focaliser sur les dom-toms, les amis. Nous, Mounir, tu restes avec nous. On aura Michael qui a été interviewé 2 investisseurs au Maroc. Exactement, et on va pouvoir aussi faire une comparaison entre l'investissement en France et l'investissement à l'étranger. Exactement, et tu as une position... bon, on va voir. J'ai hâte d'avoir ton avis. Et Marie, bien évidemment, qui est avec nous, qui va vous mettre d'accord, hein, je vous le dis tout de suite. Elle va donner sa position de manière assez tranchée. Je vous donne quelques chiffres pour commencer. 2500 € le prix du mètre carré moyen en Guadeloupe. Ah, c'est très raisonnable. Hein. Pas mal, hein? Ouais. Rentabilité locative moyenne constatée entre 5 et 7%. C'est correct. C'est correct. Et on a des avantages fiscaux qui, malheureusement, avec la nouvelle loi de finances, se réduisent comme peau de chagrin. On avait la loi Pinel. Jusqu'au 31 mars, ouais. Donc avec 32% de fiscalité en moins, ouais. Avec un investissement maximum de 300 000 € par an. Voilà. Donc on a jusqu'au 31 mars pour investir 300 000 €. Mais il reste quand même la Girardin. La loi Pinel était plus intéressante dans les dom-toms parce que du coup en France on avait 17,5 comparé à 32%. Et il reste la loi Girardin. On peut faire du Girardin social ou industriel.
Le jardin social, on investit dans un logement social, on peut bénéficier de 50% de réduction d'impôt sur son prix d'achat. Par contre, attention, il faut garder le bien 5 ans en location avec un loyer plafonné. Là, j'ai envie de dire Guadeloupe Forever avec Élodie, qui est notre nouvelle consultante. Elle est Miss Météo également en Guadeloupe, mais c'est une experte hors pair et une très fine connaisseuse de son marché en Guadeloupe. Elle nous a préparé quelques images pour nous faire rêver et nous donner les astuces, les trucs et les témoignages des gens qui investissent en Guadeloupe. On regarde. L'investissement immobilier saisonnier en Guadeloupe est un marché qui attire de plus en plus d'investisseurs, qu'ils soient locaux ou venus d'ailleurs, avec des opportunités fiscales attractives, un marché locatif saisonnier en pleine expansion et un cadre de vie exceptionnel. La Guadeloupe se positionne aujourd'hui comme une destination prisée pour tous ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier. Mais au-delà des chiffres et des tendances, qu'en est-il concrètement sur le terrain? Quels sont les défis rencontrés par tous ceux qui, comme mes invités du jour, ont fait le choix d'investir et de développer des projets en Guadeloupe? Bonjour Xavier. Bonjour. Merci de nous recevoir à Eden Forest Villa. Alors j'aimerais que tu puisses nous raconter un petit peu ton parcours et ce qui t'a motivé à te lancer dans l'hébergement touristique. Bon, déjà bienvenue. Merci. Je vous propose qu'on rentre et puis on va en discuter. Ok, très bien, merci. Je t'en prie. J'ai un parcours pluridisciplinaire en tourisme, en droit public, en économie. Et j'ai surtout travaillé à la CNBT, Communauté d'agglomération du Nord-Bastère, en tant que directeur du développement économique. Donc je voyais les porteurs de projets passer devant moi. Et donc, je savais comment faire. Je me suis dit, vas-y, lance-toi. Très bien. Donc, si tu peux le faire pour les autres, tu peux aussi le faire pour toi. Voilà. Et donc, quelle a été ta stratégie en termes de construction et d'exploitation quand tu as voulu construire ces gîtes? Comme ici, c'était une forêt, donc j'ai appelé ici Eden Forest. Et qui dit forêt dit bois, qui dit bois dit Pointe-Noire, la capitale du bois. Bien sûr. Donc, j'ai adapté ma construction à mon terrain, à mon environnement naturel. Ça se fonde bien vraiment dans l'environnement. Voilà. Donc, je n'ai pas cherché à faire ce qui n'existe pas ici. Quels sont selon toi les dispositifs intéressants en termes de fiscalité quand on veut se lancer dans l'investissement immobilier en Guadeloupe? Donc, je conseille aux gens de monter une société dans l'hôtellerie ou la location de biens touristiques. D'accord. Et ils peuvent prétendre à différentes aides. Donc, il y a eu des aides régionales. Très bien. Il y a aussi le FEDER. Oui. Et il y a eu des fiscalisations. Maintenant, c'est plus compliqué, mais il y a beaucoup d'aides. J'ai eu des aides de l'ADEME pour des panneaux solaires. Bien sûr. Il y a tout, mais il faut d'abord créer une société. Si on le fait à titre individuel, ça ne va pas être aussi évident. Alors quand on parle investissement, on parle forcément rentabilité. La rentabilité et la gestion sont des éléments clés pour la réussite d'un investissement. Quels sont, selon toi, les points à ne pas négliger quand on se lance dans un tel projet? Il ne faut pas s'emballer. Quand on a des subventions, on a envie de faire plein de belles choses. On voit sur Instagram de très beaux logements. Mais en fait, il faut vraiment ne pas s'emballer. Y aller piano. Moi, j'ai fait 2 logements, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Aujourd'hui, j'en ai 10. Mais ça ne s'est pas fait d'un seul coup. Bien sûr. Donc, allons-y doucement. Adaptons-nous surtout au marché. D'accord. Surtout que j'ai l'impression que les gros projets, les grosses villas, les logements trop luxueux ne sont pas spécialement adaptés à la clientèle, on va dire, de base de la Guadeloupe. On n'est pas Saint-Barth, on n'est pas Saint-Martin, on n'a pas cette offre autour des logements pour pouvoir prétendre à une telle clientèle. Alors on va parler maintenant des pièges et des erreurs. As-tu fait face à des difficultés, soit administratives, soit réglementaires, liées à la conception de ton projet? Non, pas vraiment. Ce qui a été le plus difficile, c'est d'avoir les subventions, d'avoir l'accompagnement de la banque. Après, le reste, c'est un permis de construire normal. Pour avoir les 4 étoiles, on fait passer un prestataire qui nous donne un cahier des charges, on le respecte et après, tout va naturellement. Et voilà. Alors là, on le voit, on est en France, hein, les amis. Hein. C'est pas si simple que ça. Les images sont belles. Ça fait rêver. Mais il faut faire les choses. Ben, c'est beaucoup plus facile de gérer son investissement immobilier quand on est sur place, comme ce monsieur, que d'être résident fiscal en France et d'investir en Guadeloupe ou en Réunion. Ouais. Bon, toi, tu as un petit protégé qui est parti en Guadeloupe et qui a fait... Alors, à La Réunion. À La Réunion. Donc, c'est Damien et Marine donc, qui ont tout vendu ici en France et qui sont partis s'installer à La Réunion. Ils font construire une maison. Dans cette maison, ils vont faire deux appartements.
Ouais. qu'ils vont mettre en location et ça va leur permettre de vivre correctement. Sans travailler. Par contre, la vie, elle est entre 10 et 15% plus chère qu'en France. Bon, le Maroc, Michael, on en parle. Et tu as été voir Eric, qui lui... est un investisseur français ayant investi à Marrakech. Oui, mais c'est pas un petit investisseur, lui. Hein. Non, là, c'est un pro. Hein. C'est un gros projet fait à plusieurs et très intéressant. Pour vous donner un peu quelques idées, quelques rêves, regardez cet investisseur qui a réussi au Maroc. Donc là, il y a un gros boom depuis 2 ans. Les perspectives au Maroc, au niveau du développement économique, est vraiment important par 2 leviers importants, qui est la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de foot, donc en 2025, et surtout donc la Coupe du Monde, qui est organisée donc sur 3 pays, l'Espagne, le Portugal et le Maroc. Donc il y a beaucoup de matchs qui vont être organisés ici au Maroc. Et le Maroc investit fortement par rapport à ça, sur des développements des routes, des aéroports, des trains, de l'hôtellerie. Et donc tout ça est organisé pour ces manifestations. Et aujourd'hui, ça se ressent au niveau de l'immobilier, puisque les prix ont augmenté de 50% en 2 ans. On est sur une maison qui est assez importante en surface. Elle fait à peu près 750 mètres carrés. Et on est situé donc à 25 minutes de Marrakech. On a 2 hectares, donc un produit tel que celui-ci, aujourd'hui, il vaut 1,7 million, 1,8 million. Il y a 7 ans en arrière, il valait 1 million. Au Darnoujoum, notre maison d'hôtes, donc on peut accueillir jusqu'à 17 personnes, on a 7 chambres et donc 3 triples. Donc le prix d'une location suivant la saison, elle est entre 1 000 et 1 500 euros jour. Donc avec un budget à peu près de 10 000 euros, vous avez la prisation complète de la maison, avec tout le staff, avec 2 femmes de chambre, 2 serveurs, un gardien jardinier. Et après, notre chef est là aussi à disposition pour vous proposer donc des déjeuners, des dîners, aussi bien en cuisine purement marocaine ou même de la cuisine internationale. Alors à Marrakech, on a un climat qui est exceptionnel, puisque donc on a 350 jours d'ensoleillement par an, donc il fait beau presque toute l'année, tout le temps. Après, en termes de température, l'idéal pour profiter pleinement de Marrakech et qu'on n'ait pas trop chaud ou pas trop froid, c'est de venir entre mars et juin, et après de septembre jusqu'à fin octobre. Après, au mois de juillet, août, on arrive à avoir des températures assez importantes. Et les Européens, c'est un peu compliqué, mais on s'habitue à avoir les 50 degrés. On a une perspective de 5 ans où il y a vraiment des opportunités. On le voit, hein, là, des investissements extrêmement lucratifs. Après, il y a une fiscalité qui est différente au Maroc qu'en France. On va être imposé sur les loyers avec un abattement de 40% sur le montant total et on va avoir 20% d'imposition sur la plus-value au Maroc. Ouais. Attention, il y a une convention fiscale qui est accordée entre la France et le Maroc. Il ne va pas avoir une double imposition. On va pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt en France lorsqu'on va avoir cette fiscalité-là au Maroc. À part que là, il vient d'avoir une dernière loi qui vient de passer pour le Maroc, où les expatriés qui sont positionnés au Maroc vont avoir une taxe de 38%. Et ils doivent déclarer leurs biens, puisque beaucoup d'investisseurs au Maroc n'ont pas déclaré leurs biens. Eh ben, dis donc, bonne nouvelle. Merci Mounir d'être venu. On est content. Francis, qui est notre Savoyard, a rencontré Claire et Arnaud. Il nous donne de manière très simple, didactique, toutes les clés pour réussir son achat au Maroc. Regardez à Marrakech. Investir au Maroc, et plus particulièrement à Marrakech dans un riad, est une opportunité unique. Pour aller au bout du projet, il faut bien en comprendre les démarches et surtout le marché pour ne pas se tromper. Le système est similaire à celui de la France, donc une promesse d'achat, et puis voilà, quelques semaines plus tard, vous allez chez le notaire signer l'acte définitif. L'essentiel, c'est d'être bien accompagné et de faire vérifier absolument tous les documents. L'achat d'un riad peut être financé avec une banque locale. Forcément, ils vont demander des garanties solides et en général, ils demandent 30% d'apport minimum. L'autre option, si vous êtes résident français, c'est de demander un financement à votre banque partenaire en France, si elle est d'accord pour vous prêter pour un achat à l'étranger. Sinon, le processus le plus simple, c'est un achat comptant. D'ailleurs, la plupart de nos clients procèdent ainsi. Ça accélère donc le processus de transaction.
Le notaire que vous choisirez dans l'investissement pour acheter votre riad ne doit pas se contenter d'uniquement officialiser la vente. Il doit aussi faire toutes les vérifications juridiques nécessaires pour sécuriser votre investissement ici à Marrakech. Certains riads ont une situation juridique complexe. Le rôle du notaire, c'est de s'assurer que le titre foncier est clair et qu'il n'y a pas de problème. C'est une étape à ne surtout pas négliger quand vous investissez dans un riad à Marrakech. Dans la Médina, aujourd'hui, il existe beaucoup de biens qui n'ont pas de titre foncier. On appelle ça des biens Melkia. Alors oui, c'est possible de les titrer, mais forcément, ça prend du temps. C'est complexe en termes d'administratif. Et derrière, ça comporte quand même quelques risques. Il faut encore une fois être bien accompagné. Revendre un riad à Marrakech n'est pas compliqué si l'achat a été fait dans les règles, notamment aussi pour rapatrier son argent dans son pays d'origine. Donc notre conseil, c'est de toujours exiger un titre foncier clair avant d'investir. Melkia. Melkia, oui. Les biens non titrés qui appartiennent à personne, c'est ça que ça veut dire, hein, grossièrement. Si on se positionne là-dessus, attention à avoir un bon notaire. Hein. Et l'avantage du Maroc, c'est qu'on n'a pas la barrière de la langue. Donc ils parlent très bien français. Bah oui, tout à fait, mais quand même. Il y a des risques, et c'est intéressant d'en discuter, il y a des risques quand on investit à l'étranger, et du coup, ça fait partie de ces risques-là, de l'achat de terrain dans certaines régions comme Bali, où on n'est pas propriétaire du terrain, mais on est propriétaire de sa construction. Donc c'est plein de points d'attention. Mais là, c'est pire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des biens qui sont qui appartiennent à personne. En fait, c'est celui qui arrive, qui habite, qui détient. Enfin, il y a un vide juridique derrière tout ça. Donc faites très attention si vous voulez investir au Maroc, de bien vous renseigner auprès du notaire français ou marocain pour, en quelque sorte, voir si vous êtes vraiment titré. Titré, c'est avoir un papier qui certifie l'origine de la propriété. Et tu as deux titres différents. T'en as un qui est un peu bancal et t'en as un qui est vraiment officiel. Et t'en as qui prennent le bancal pour l'officiel. Donc du coup, il faut bien faire attention, bien regarder ce que vous achetez. Bon, alors j'ai envie qu'on retourne en Guadeloupe parce que Élodie n'a pas fini de nous étonner. Elle a été voir un gérant de conciergerie. J'aimerais qu'on l'appelle, qu'on fasse une tentative. Élodie, est-ce que tu es avec nous ? Oui, je suis avec vous. Bon, alors tu es, bien sûr, on te connaît maintenant pour représenter fièrement la Guadeloupe, mais là tu es en Martinique, je crois. Hein ? Exactement, je fais quelques jours en Martinique. Bon, alors on vient de parler de la Guadeloupe, du Maroc. On s'apprête à regarder ton deuxième reportage sur, effectivement, la conciergerie, une conciergerie un peu exemple. Tu nous en dis quelques mots ? On a énormément de logements loués en locatif saisonnier, donc il est important d'avoir aussi une bonne conciergerie et c'est en ce sens que j'ai voulu faire ce reportage. Eh ben écoute, on regarde. Il s'appelle comment le gérant de cette conciergerie ? Gwenaël Baudéré. Eh ben on dit bonjour à Gwenaël, on le retrouve tout de suite en direct, enfin si je peux dire, du Guadeloupe. Bonjour Gwen, merci de nous recevoir. Bienvenue Élodie, bienvenue au sein de la Villa Soliluna. Alors nous sommes sur la commune de Sainte-Anne où tu nous accueilles aujourd'hui sur l'une des maisons que tu as en conciergerie. Tu as aussi une double activité. Alors comment organises-tu cette double activité ? Effectivement, le métier de la conciergerie est très chronophage. On travaille 7 jours sur 7, particulièrement en pleine saison comme actuellement. Au quotidien, ce sont des grandes amplitudes horaires, de façon à pouvoir s'adapter aux besoins des clients qui arrivent parfois tard dans les villas. Bien sûr. Voilà. Et ensuite, je m'appuie sur une équipe aussi en conciergerie pour pouvoir gérer l'ensemble des missions de la conciergerie. Et je travaille beaucoup pour faire face aux deux métiers d'agent immobilier et de conciergerie. Très bien. Tu as des demandes un peu farfelues de temps en temps, ça t'est arrivé ? Alors les plus farfelues, je ne pourrais pas en parler aujourd'hui, mais en général, je les ai déclinées. D'accord. Non, mais ça peut nous être arrivé d'avoir un coach sportif à domicile tous les jours, ou une prof de yoga, ou je me souviens d'un client qui voulait pour l'anniversaire de sa femme un bouquet de fleurs, des fleurs locales. Très bien. Et on avait livré un énorme bouquet de fleurs qui remplissait toute la table. D'accord. Voilà, on essaie de s'adapter. J'ai souvenir aussi d'un client qui voulait un 1er janvier au matin aller faire de la pêche au gros. Ok, très bien. On a dû trouver un bateau, un skipper, un pêcheur pour faire de la pêche. Et tu organises tout ça ? Voilà, on essaye de satisfaire les besoins des clients quand c'est possible. Ok, très bien. Quand on parle investissement, on parle forcément en rentabilité. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres ? Quel est le taux d'occupation d'une villa, d'un appartement ? Et surtout aussi, quel est le taux de rentabilité ?
Alors les chiffres sont toujours un peu secrets, mais on va néanmoins essayer de tirer quelques moyennes, des ordres de grandeur. Je dirais qu'en location saisonnière, on cherche à obtenir entre 10 et 15% de rentabilité brute. Il faut savoir que par rapport à la location saisonnière, par rapport à une location longue durée, il y a des coûts d'exploitation supplémentaires. Bien sûr. On parlait de personnel comme le ménage, déjà la commercialisation, les équipes de ménage, les équipes de blanchisserie, l'entretien du jardin, de la piscine, tout ça est à la charge du propriétaire. Également les abonnements eau, électricité, internet. Très bien. Donc le coût de fonctionnement est plus élevé, mais malgré tout, on peut obtenir une rentabilité supérieure à une location longue durée. Là, on parlait de pourcentage de rentabilité. En termes de remplissage, taux de remplissage, alors c'est un peu corrélé les deux, parce que meilleur est le taux de remplissage, meilleure va être la rentabilité. Et néanmoins, en fonction de la typologie de bien, et avec un bon positionnement prix et un bon emplacement, on peut obtenir de 30 à 80% de taux de remplissage. 30%, ça va plus souvent être pour une villa très haut de gamme, qui sera très demandée à Noël, Nouvel An, vacances de février, mais qui aura parfois plus de difficultés à accueillir des clients, à recevoir de la demande en moyenne saison. Par contre, des appartements bien situés, avec une jolie déco, on peut obtenir des taux de remplissage jusqu'à 80%. Très bien. Toi, en tant qu'agent immobilier, est-ce que ça a un impact, est-ce que tu remarques que ça a un impact significatif sur la location annuelle ? Alors, je dirais deux choses. En tant qu'agent immobilier, j'ai des clients investisseurs qui achètent des biens, des résidences secondaires, que ce soit des clients qui habitent en Guadeloupe ou qui habitent dans l'Hexagone, et qui cherchent, via cet investissement, ils cherchent derrière une exploitation location saisonnière. Et ça, effectivement, c'est très courant. Maintenant, est-ce que ça a un impact sur la location classique? Oui. Il y a certaines communes de Guadeloupe où le nombre de biens en saisonnier est tel qu'il est plus difficile de trouver un bien en location longue durée. Et ça, effectivement, je pense qu'il y a un équilibre qui devra se trouver pour que les gens ne soient pas pénalisés, ceux qui cherchent un bien en location longue durée. À travers ces deux témoignages, nous avons pu en savoir un peu plus sur l'investissement immobilier saisonnier en Guadeloupe, en mettant en lumière les opportunités et les défis liés à la location saisonnière. Quelle ambassadrice, Élodie. Franchement, ça donne envie d'aller en Guadeloupe. Ça donne envie d'aller en Guadeloupe. Bon, en revanche, la conciergerie, on en parle ou pas? Non, mais ça coûte de l'argent, une conciergerie. Ça coûte de l'argent, on en discutait, 20-25%, ça peut monter jusqu'à 30%. Après, l'investissement en Guadeloupe, il peut s'apparenter de la même façon à l'investissement à la montagne quand on est résident en France ou quand on habite dans le Nord et qu'on veut acheter en bord de mer. Qu'est-ce que vous conseillez, vous, conciergerie ou pas conciergerie alors? Quand tu retires les frais donc déjà d'Airbnb, enfin les différents fournisseurs, plus tu retires l'électricité, Internet, les frais de ménage, la maintenance, les petits cadeaux pour les clients pour maintenir tes 5 étoiles, si tu veux être super haut, tout le garder. À la fin, je te dis honnêtement, on a aujourd'hui, nous, des locataires à Dubaï qui est très rentable. On a des propriétaires qui préfèrent aujourd'hui passer en long terme. Clairement, tu vois. Mais c'est super intéressant ce que Mounir il dit, parce que les loyers augmentent tellement qu'en fait, sur de la location classique, on arrive quasiment aux mêmes rentabilités que sur de la location courte durée, avec toutes les charges déduites. Les amis, on arrive en fin de partie sur investir dans les dom-toms et ailleurs. D'ailleurs, on a vu le Maroc. Tout à l'heure, nous verrons un petit reportage avec Eric Weiss, le président de la Fédération des marchands de biens, qui a une expérience sur les États-Unis, et un petit récap pour se remettre les idées en place. Alors concernant l'investissement aux États-Unis, je peux vous dire que l'investissement est probablement aussi compliqué qu'en France. Alors il y a des différences majeures. La première, je dirais, c'est que le marché est encore plus hétérogène qu'en France. C'est-à-dire que des comparables d'un quartier à l'autre, d'une rue à l'autre, voire d'un bâtiment à l'autre, n'ont absolument rien à voir en termes d'administration et donc de prix. Je m'explique, aux États-Unis, les règlements de copropriété que vous avez valent droit absolu. C'est-à-dire que s'il y a écrit dans un règlement de copropriété, par exemple, que c'est interdit au moins de 50 ans, en réalité, vous devrez appliquer ce règlement de copropriété. Ce qui veut dire que votre bien immobilier ne va pas avoir du tout la même valeur qu'un bien équivalent qui serait une rue à côté ou un bâtiment à côté. Et donc, il faut extrêmement se méfier de ça et aller voir les prix, non pas en fonction des rues ou des zones géographiques, mais bien les prix en fonction des bâtiments et des condominiaux dans lesquels vous apprêtez à investir. C'est ça qu'il faut regarder. Autre élément qu'il faut bien prendre en compte lorsqu'on investit aux États-Unis, ce sont les procès. Vous aurez des procès. Quand vous voudrez expulser quelqu'un, vous aurez un procès. Quand vous aurez quelqu'un qui aura glissé sur votre parquet et qui sera cassé le bras, vous aurez un procès. C'est une culture, c'est une façon de procéder. En réalité, quand on a un accident de voiture aux États-Unis, on a très souvent un procès qui est un dommage corporel.
ce n'est pas très grave en soi, si vous le prenez bien en compte et que vous prenez les bonnes assurances qui vont avec. Donc il faut prendre une liability, qui est une assurance en plus de ce que nous, on a l'habitude de prendre. Hein. Nous, on a souvent des protections qui sont de type PNO, donc propriétaire, non occupant par exemple. Là, même si vous n'êtes pas occupant, protégez-vous avec des assurances qui vont gérer pour vous le procès, parce qu'il peut s'avérer long, complexe et très coûteux. La deuxième façon de se protéger, c'est évidemment de créer une société et de ne pas y aller en nom propre. C'est très facile aux États-Unis. Et si vous la placez dans un des États où la fiscalité est favorable, vous n'y serez que gagnant. L'État de Floride, le Texas, sont des États qui n'appliquent pas vraiment de fiscalité, en tout cas tant que vous maintenez vos capitaux là. Quand vous les rapatrierez en France, évidemment, vous devrez payer l'équivalence de ce que vous auriez dû payer en France, étant donné qu'il y a un accord de non-double imposition. Donc non, on ne paye pas les impôts deux fois, je vous rassure. Petit point de vigilance complémentaire, lorsque vous investirez aux États-Unis, méfiez-vous des property taxes, qui correspondent grosso modo aux taxes foncières qu'on en a en France, mais qui sont aux États-Unis beaucoup plus importantes, notamment pour des biens dont le canton va considérer qu'il vaut cher, puisque vous avez ce qu'on appelle un appraisal, c'est-à-dire quelqu'un qui va venir regarder combien ça vaut, et il va vous calculer une taxe qui est en fonction de ce qui est supposé être le vrai prix de votre bien. Parfois, on a des surprises. Elles peuvent s'élever à plusieurs milliers de dollars, voire dizaines de milliers de dollars, lorsqu'on est sur des condos relativement luxueux. Deuxième point de vigilance, évidemment, sur le modèle économique de votre investissement aux États-Unis, ce sont les charges de copro. En France, on a relativement peu de services en réalité dans les copropriétés, ce n'est pas une habitude. Lorsque vous allez aux États-Unis, vous y verrez des condominios avec ce qu'on appelle des gates, c'est-à-dire des portails avec des gens qui sont prêts à vous accueillir, des piscines, de l'herbe bien taillée, et tout ça a un coût qui est très élevé aux États-Unis, et il faut évidemment l'intégrer dans votre approche économique parce que sinon vous allez être surpris. Les charges de copro n'ont vraiment rien à voir avec celles que vous connaissez en France. Les deux principaux avantages fiscaux pour l'investissement dans les dom-toms sont la loi Girardin, qui offre une réduction d'impôt de 50% du prix d'un bien neuf dans la limite de 2194 € par mètre carré, à condition qu'il soit destiné à la location pendant au moins 6 ans. Et la loi Pinel-Outre-mer, qui permet, lors d'un investissement locatif pour une durée de 3, 6, 9 ou 12 ans, une réduction d'impôt allant jusqu'à 32% dans la limite de 300 000 € par an. Alors attention les amis, troisième partie avec 3 experts au top. On va parler fiscalité et les pièges à éviter pour investir à l'étranger. Bon, j'ai envie qu'on commence avec Francis qui a été voir Sharon Revol qui est une courtière internationale. Elle nous donne toutes les astuces et tous les pièges à éviter quand on fait un financement à l'étranger. Si vous êtes propriétaire en France, vous pouvez très bien emprunter en France si votre bien immobilier est libre d'encours. Donc ça veut dire que vous n'avez pas de crédit immobilier ou peu de crédit immobilier sur votre bien. Si vous êtes locataire, forcément vous allez devoir prendre un crédit dans le pays où vous achetez. Par exemple, l'Espagne, le Portugal, ils peuvent vous faire un crédit, mais il faudra plus d'apport personnel. En Espagne, il faut 30% d'apport plus les frais d'achat si vous êtes considéré comme non-résident. Les destinations les plus prisées aujourd'hui sont l'Espagne, le Portugal, le Maroc, mais aussi des pays comme la Thaïlande, l'Indonésie. Les destinations où il faut mieux éviter, parce que certainement vous allez avoir des difficultés à vous faire financer, c'est des pays qui ont un risque géopolitique, risque de guerre, risque d'instabilité financière ou de politique. Aussi de transparence vis-à-vis des systèmes de comptabilité. Il peut y avoir un risque de blanchiment d'argent, de trafic, etc. Donc, il faut mieux éviter d'investir dans ces zones instables. Elle donne des bons conseils, 30% d'apport, c'est un peu le cas quand on investit à l'étranger, on ne peut pas arriver les mains dans les poches. Ah, jamais. Non, dans la plupart des cas, même, il faut acheter comptant ou avec des modalités de financement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'outil le plus puissant en France d'enrichissement, c'est le levier bancaire. C'est pour ça qu'énormément de personnes achètent un appartement en France, font un crédit, et le loyer est payé en grande partie par le locataire pour capitaliser, chose qu'on ne peut pas forcément réaliser à l'étranger. Hugo, on est très mal habitué avec la France parce que l'effet de levier, on peut faire financer jusqu'à 100%. Ouais. Comme disait Michael, ben justement, on va louer, on va autofinancer ça, tandis que dans des pays comme l'Espagne, il faut arriver avec 30-40% d'apport et c'est peut-être pas les disponibilités de tous les ménages. À Dubaï, c'est pareil, 30% d'apport, 25%. Plan de paiement à partir de 20%. En tant que non-résident, tu peux également avoir un levier bancaire
bancaire à hauteur de 50%, jusqu'à 60%, mais il faut des fonds propres. Bah oui, forcément. Donc le maître mot en termes d'investissement et je dirais de financement, bah, il faut avoir un petit peu d'apport, il faut en quelque sorte pas s'improviser et essayer de tout financer. On a en France 15% de propriétaires bailleurs. Et on a 3% de propriétaires français qui ont déjà investi à l'étranger. Donc même si on est sur de la démocratisation aujourd'hui de l'investissement à l'étranger, c'est encore quelque chose de nouveau à prendre avec des pincettes et à être fait avec des personnes de confiance. Bon, alors on va justement mettre les choses au clair avec Olivier Pontenot. Et il nous donne les bons conseils en termes de fiscalité et de financement. Regardez. Alors, quand on investit à l'étranger, il ne faut pas non plus oublier le fisc français, puisque ce n'est pas parce qu'on investit à l'étranger que l'administration fiscale française n'est pas en droit de réclamer certaines déclarations et certains impôts. Donc, selon la destination où on investit, on peut avoir à payer des loyers sur ses revenus locatifs étrangers en France, et on peut aussi avoir à payer de l'impôt sur la fortune immobilière sur son patrimoine immobilier mondial. La fiscalité en France, là on a les bonnes astuces. Effectivement, l'État français prend sa part quand on investit à l'étranger. Il ne faut pas sous-estimer la fiscalité. Il y a plein de choses à prendre en compte, notamment sur les pays à l'étranger. Donc, il faut surtout être bien conseillé et qu'on puisse bien connaître déjà la fiscalité en France avant de pouvoir s'intéresser à l'étranger. On n'est pas exonéré de fiscalité si on investit à l'étranger. Bon, alors, on va terminer un petit peu cette émission avec du sourire et également des confidences. Nelson Montfort sera avec nous tout à l'heure. Au salon. Mais juste avant, celui que l'on attend depuis le début de l'émission, celui qui nous fait découvrir la banane de la semaine, l'annonce la plus pourrie du net, c'est Maxime qui est avec nous et c'est la banane de la semaine. La banane de la semaine. Alors avec Bruno, aujourd'hui on a fait une émission spéciale achat à l'étranger. On va donc retrouver la banane de la semaine de milliardaires. Ça se passe à New York avec un penthouse qui fait rêver, 90 millions de dollars pour 767 mètres carrés sans extérieur. Alors il n'y a pas de terrasse, il n'y a pas de balcon, il n'y a que dalle. L'appartement est en solde, vous pouvez le voir en bas à gauche. Price cut 15 millions, donc 15 millions de dollars de réduc. Pourquoi ? Parce que ça se vend pas. Alors pour habiter là, on peut noter aussi que ça coûte quand même 483 441 dollars par mois. On va détailler après tout ça. Après quelques photos, regardez les vues, on peut pas vraiment faire mieux, 96e étage à New York, vue sur Central Park, salle à manger avec des vues vers l'infini. Il y a une deuxième salle à manger, même si la première elle plaît pas. Une chambre de roi pour bien dormir, Bruno s'y voit déjà. Oui, effectivement c'est haut, mais... étage. On a le plan, et puis on peut voir l'adresse 432 Park Avenue, donc déjà 767 mètres carrés sur un étage, c'est énorme. Et donc cette adresse me disait bizarrement quelque chose, et j'ai fait mes recherches. C'est catastrophique, c'est une escroquerie. L'immeuble, la presse en a parlé juste après son inauguration. Regardez les articles. Alors ça c'est Slate.fr qui titrait « Quand habiter dans un gratte-ciel de luxe se transforme en enfer ». Alors, fuite d'eau, grincement, oscillation, ascenseur en panne. Le 432 Park Avenue c'est cher mais c'est nul. Voilà, c'est ça que c'est écrit dans l'article. Alors, un autre article de Science Post, un journal très intelligent, « Habiter dans ce gratte-ciel new-yorkais est un véritable enfer ». Et puis on finit avec Midi Libre, un journal bien de chez nous. Depuis leur installation, les résidents du 432 Park Avenue à New York subissent entre autres dégâts des eaux, ascenseurs en panne. Les habitants de ce gratte-ciel luxueux pointent du doigt les problèmes dans la construction du bâtiment et les malfaçons. J'ai regardé sur Zillow, c'est le se loger américain, on a carrément l'historique de prix de vente, parce que ça se vend pas, mais regardez, on va comprendre pourquoi. Ils ont essayé de nous le refourguer pour 169 millions en 2021, ça se vendait pas, ils l'ont retiré de la vente, 3 ans après ils l'ont remis à 105 millions, il y a personne non plus, donc là ils l'ont rebaissé de 15 millions, je pense que c'est la dernière offre. On va regarder les amis combien ça coûte exactement de vivre là, j'espère que vous êtes bien assis, puisque le détail c'est 74 000 € par mois de taxes foncières, 31 000 € d'assurance habitation, 34 000 € de charges de copropriété et 343 000 € de crédit après avoir lâché 18 millions d'apports. On est sur un stratosphérique, 483 000 balles par mois, 5,7 millions par an pour habiter dans l'immeuble à problème avec les fuites et les malfaçons. C'est une banane de milliardaire et puis comme disait Frank Sinatra, New York, moi je vous dis que j'irai pas. Nous non plus on n'ira pas, merci Maxime. On peut l'applaudir parce que là...
Là, c'est une banane à 90 millions. Monumental. Rentabilité 0%. Non, moins 0%. C'est moins l'infini même, là, parce que tu dois de l'argent. Bon, on va essayer de faire commenter ça par notre commentateur, journaliste sportif le plus connu en France. Nelson Montfort est avec nous. Il est au salon, il m'attend. On va recueillir ses confidences. Il est au théâtre en ce moment avec Philippe Candeloro. Un plaisir immense, une nouvelle fois, avec un invité fantastique, on va appeler ça comme ça. Non mais voilà, Nelson Montfort est avec nous. Dans cette émission, on parle d'immobilier, mais pas que. Et l'actualité de Nelson Montfort en ce moment, c'est une pièce. On avait reçu il y a quelques semaines ton acolyte de toujours, j'ai envie de dire. Philippe, pour une pièce, et c'est une aventure complètement hallucinante que vous vivez tous les deux. Enfin, en tout cas, on dit parfois que dans la vie, l'inattendu arrive toujours. Là, c'est très inattendu, parce qu'effectivement, un duo de jeunes auteurs, que je suis heureux de citer, Hugo Crémasky et Julien Grange, ont écrit une comédie policière qui nous ressemble beaucoup, qui s'appelle donc Ça patine à Tokyo, qui se passe à Tokyo dans le cadre d'un... Je fais court, hein, je fais court et je t'évite la traduction américaine de mes propos, écoute, parce que voilà, tu sais quel est mon surnom dans l'audiovisuel, c'est Philippe Nelson Montfort, met le son moins fort. Donc, du coup, je fais court. Dans le cadre d'un championnat du monde de patinage, le soir même doit se disputer entre un patineur français et un patineur japonais le titre mondial. Et donc, nous sommes les commentateurs, et là, les yakuza, tu sais, les fameux mafieux japonais ne l'entendent pas de cette oreille, et kidnappent le patineur français qu'on retrouve inanimé dans la baignoire de la salle de bain de Philippe. Et toute l'action part de là. C'est très drôle, il y a forcément un happy end, et c'est un vrai bonheur d'échanger avec le public. Bah oui, c'est alors vendredi 28 mars, donc à Saint-Vulbas, je crois, c'est ça, hein? C'est ça, c'est dans l'Ain, au nord de Lyon. Le 4 octobre, à Jouer-les-Tours. Le 14 mars, Chalon-sur-Saône. Voilà, donc il y a eu plein de dates. Oui, parce que là, on a commencé donc, en avril dernier, donc il y a bientôt un an. Et à chaque fois, c'est vrai, enfin, je touche du bois, mais à chaque fois, avec un échange avec le public que je crois, Bruno, tu seras d'accord avec moi, les gens ont vraiment besoin de rire en ce moment. C'est pas le climat ambiant qui va... Hein, je pense que tu es d'accord. Et nous, on leur offre ça. Voilà, on est dans une émission immobilière, je le disais en démarrant. Est-ce que, pour démarrer un petit peu, tu pourrais nous dire si tu as des souvenirs de ta maison d'enfance, les premiers souvenirs d'enfance, le lieu d'habitation? Non seulement j'ai des souvenirs, mais j'ai même les adresses et peut-être même les étages. Ah oui. Mes deux premières adresses, c'était 37 rue Michel-Ange à Paris, du côté d'Auteuil. Ah ouais. Et ma deuxième adresse, c'était 2 avenue Paul Doumer, à côté du Trocadéro. Bon alors, donc après, premier appart tout seul, est-ce qu'il y a eu un premier appart tout seul ou est-ce que tu étais déjà en couple? Oui et non. Oui et non. C'est-à-dire que cet appartement tout seul a vite été occupé par voilà, exactement. Bon. Alors après, nous sommes en tant que jeunes mariés. Alors moi, j'ai rencontré donc celle qui allait devenir ma future femme, Dominique. Nous vivions rue, alors ça c'est moins connu, rue Henri Pape, dans le 13e arrondissement, du côté de la place d'Italie, pas loin de Chinatown, pour te situer. Donc place d'Italie, Paris 13e. Et puis nous nous sommes installés au 24, je connais même l'adresse, 24 rue Jouffroy, rue Jouffroy d'Abance, dans le 17e, non loin de la rue, et ça j'ai adoré ce quartier, non loin de la rue de Lévis, dans le 17e arrondissement, qui est une rue hyper commerçante, et c'est là où nous avons passé nos années de jeunes mariés. Alors aujourd'hui, Nelson, il vit où? Alors, je peux difficilement te donner l'adresse. Non, pas l'adresse précise, là. Voilà. Mais non loin de la place du Trocadéro. D'accord, Paris, donc toujours à Paris. Ouais. Donc je n'ai jamais quitté Paris, à dire. Si, j'ai quitté pour des reportages, des vacances, etc. Mais comme résidence, je sais qu'on... Tu es un amoureux de Paris, j'ai l'impression. Alors, je suis un amoureux de Paris et surtout, je suis un amoureux de tout ce que Paris peut offrir, notamment spectacles, concerts, théâtre, sport, absolument tout ça. Expos. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Nelson pour les semaines, les mois et les années à venir? C'est quoi tes rêves? L'écriture me plaît énormément. J'ai sorti un livre qui s'appelle Mémoires olympiques. Là, je suis en train de travailler sur ça va être intéressant. Alors là, du coup, c'est quoi ce... Mémoires olympiques. Oui. En fait, c'est un livre qui est sorti il y a 3 ans, que j'ai réédité cette année, qui est sorti au mois de juin, juste avant les Jeux de Paris 24. C'est-à-dire que je repars en 1896, malgré mon grand âge. J'y étais pas encore. 1896, les Jeux d'Athènes. Ouais.
Il y a même un petit chapitre sur les jeux antiques. Donc, ah oui, c'est ça. Moins 776 avant Jésus-Christ. Ah oui, le marathon, etc. Absolument. Donc. Tu sais, il y a des moments où le sport rejoint l'histoire tout court. Les Jeux de Berlin 36, les Jeux de Munich 72 avec l'attentat contre les athlètes israéliens, les Jeux de Mexico 68 avec les athlètes Black Panther, les athlètes noirs américains. Voilà. Et de tout ça, je parle dans mon livre. Et puis depuis que j'ai vraiment commencé moi-même, c'est-à-dire Barcelone 92, là, évidemment, je parle de mes anecdotes. Bon, j'aimerais, pour terminer l'interview, que tu me fasses un petit kiff. Ah. J'ai préparé un petit micro et je me suis dit, tiens, je vais me mettre dans la peau d'un champion de 100 mètres. Ouais. Et j'aimerais bien qu'à l'arrivée, Nelson m'interviewe. I think we can do it. Allez, je te donne le micro. L'été dernier, c'est l'Américain Noah Lyles qui l'a emporté, mais les coureurs français étaient un peu aux abonnés absents. Donc le 100 mètres vient de se terminer dans le temps record de 10 secondes 00. Et Bruno, ici présent, qui est la modestie même, qui salue donc son public et ses fans, va nous dire quelques mots. Bruno, how did this race go? You went so fast, you went as fast as lightning. Vous avez couru à la vitesse de l'éclair. I could do better, but I'm very happy, Nelson. Thank you very much, everybody. Alors Bruno, qui nous gratifie d'une réponse d'une originalité extraordinaire, qui nous dit qu'il a très bien couru, mais qu'il espère quand même faire mieux la prochaine fois. Exactement. Mieux que médaille d'or. Nous verrons si c'est possible. Mais en tout cas, voilà. À vous les studios, à vous Cognac J. Merci beaucoup, Nelson. Bravo. On retrouve Nelson au théâtre avec Philippe Candeloro. Merci beaucoup, Nelson, pour cette générosité et cette bonne humeur. Bon voilà, Nelson, fidèle à lui-même. Cette émission, on a effectivement kiffé. Vous avez donné des très très bons conseils sur l'investissement et sur habiter à l'étranger. Les amis, cette émission se termine. Merci beaucoup pour vos conseils. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau Propriété à tout prix. En attendant, bonne semaine. Ciao.